Bah tiens, restons un peu là-dedans, dans ce thème. Puisqu'on fait le bilan 2024, il n'est plus aux Pistons, mais il a été aux Pistons. Il faut qu'on en parle un peu. Il faut qu'on en parle, je pense, Rafa. Ma quatrième stat du jour pour les Detroit Pistons 2024, c'est 82. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? 82. Est-ce que ça a un rapport avec Killian Hayes? C'est peut-être sa PSA? Exactement, c'est son true shooting plus, donc juste l'efficacité relative à la moyenne. Ouais. 82, ça veut dire il est 18%, 82 pour aller à 100, 18% moins bon que la moyenne NBA. Ce sont des chiffres records. On est vraiment sur des chiffres records avec Killian Hayes, au point même que, donc il a été drafté, draft 2020 aussi, un très haut, et au point même qu'il a été coupé cette saison. Il n'a pas été échangé, il a été coupé en cours de saison. C'est même pas, bon, on te fait plus jouer, on te coupe. Et que personne ne l'a re-signé. Enfin, il me semble pas. Exactement. Ouais. Personne ne l'a pris pour l'instant. Et c'est pour ça que j'y pensais dans le thème de est-ce qu'on est sur le bye-bye player of the year aussi de la NBA. Mais pour dire, malheureusement, c'est son meilleur score en carrière d'efficacité. C'est son meilleur score en carrière, puisque en carrière, il a fait 74, 81, 78, 82. Et donc, ce qui fait une moyenne à 79, ça veut dire qu'en moyenne, Killian Hayes a un score d'efficacité de scoring individuel 20%, même 21% plus bas que la moyenne. Ce sont des chiffres absolument dingues. D'habitude, tous les jeunes porteurs de balles galèrent, vous le savez, et ils sont autour des, moins 10%, c'est généralement, moins 10%, moins 7%, moins 8% par rapport à la moyenne. Les porteurs de balles très jeunes, ils sont là. Là, avec Killian Hayes, c'est pas juste qu'il est très bas, c'est qu'on est sur des zones complètement insensées, et au point même où je me demande à quel point ça lui ferme la porte de la NBA, en fait. On l'a vu, coupé et pas, comme tu dis, pas récupéré cette saison. Et le truc, c'est que il n'était pas censé être cata au scoring comme ça, en fait, Killian Hayes. C'est ça qui est le plus étonnant, parce que si les scouts savaient et prévoyaient qu'il soit aussi mauvais, il n'aurait pas été drafté aussitôt, en fait. On est d'accord, c'est juste qu'il avait un profil, un potentiel de faire beaucoup plus, mais ça ne passe pas du tout en NBA. Ouais, non, c'est même assez dramatique. On veut pas tirer sur l'ambulance, quoi, mais c'est un joueur qui. Alors, bon. Tu le connaissais un peu, le profil à la base à la draft, il était censé faire plus, des step back et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Il avait même été classé numéro 1 par Kevin O'Connor. Alors bon, qui s'était complètement planté sur le coup et qui était avait fait ça, je pense, un peu pour aller contre le courant, mais il y avait cette idée, oui, qu'il pouvait. Il y en avait certains qui le comparaient, bon, toutes choses étant égales, à James Harden dans cette capacité à faire des step back, à manipuler la défense et tout ça. Le fait est que tu regardes ses stats d'efficacité, mais c'est même dans le détail. En fait, c'est quelqu'un qui est allergique au cercle, qui est incapable de finir au cercle, et qui est extrêmement mauvais à 3 points. Et donc le combo des deux, même si c'est un bon défenseur, c'est un vrai bon défenseur, le combo des deux fait que tu peux pas le faire jouer. Et d'ailleurs, c'est devenu très vite le sujet de friction au sein de la fanbase de Détroit. C'est devenu un peu le bouc émissaire aussi. Le fait qu'il soit privilégié à Jaden Ivey, dont on a pourtant dit qu'il était quand même pas génialissime, était incompréhensible pour beaucoup et fait que pour beaucoup d'observateurs, le boulot de Monty Williams cette année a été vraiment de très mauvaise qualité. Parce que dès que Killian Hayes est sur le terrain, en fait, c'est impossible, ou presque malheureusement, d'avoir une attaque de niveau NBA. Parce que c'est un joueur que les adversaires ignorent, quoi. Mais ils l'ignorent complètement. Ouais. Vraiment. C'est même pas qu'ils le laissent shooter à 3 points, c'est que limite, ils le regardent même pas, quoi. Ouais. Donc, je sais pas trop comment il peut continuer à jouer en NBA. À moins qu'il revienne, tu sais, un peu comme Dante Exum, avec une sorte de 3 points, d'adresse à 3 points qui reviennent un peu miraculeusement, ou qui arrivent plutôt miraculeusement. Il était drafté parce que, comme tu dis, alors James Harden, c'est le côté, il était gaucher, donc c'est facile. Le côté gaucher, passeur, step back à 3 points. Mais ouais, le passing, il est toujours là. Le passing est toujours là, il est toujours très sympa. Mais le problème, c'est que, comme dit, il est drafté très haut parce qu'il y avait un potentiel de scoring qu'on n'a pas du tout. Donc les fameux step back à 3 points, on n'a pas de 3 points du tout. Et comme tu dis, c'est pas juste les step back, c'est que même les catch and shoot ou rien du tout rentré, quoi. C'est-à-dire 27%, 27%, 28%, 31% à 3 points. La moyenne était autour des 36% à 3 points. Donc autant dire que 27 ou 28, c'est pas top. Donc il n'y a pas de 3 points. Et comme tu dis, pas de cercle non plus. C'était censé être un peu ça, mais à ma stat, c'est 44%. 44% de tirs dans la short à mi-distance. 44% contre 9% au panier.
C'est-à-dire que quand Ice fait un drive, en fait, il va pas directement sous le panier, il s'arrête dans ce qu'on appelle la short mid-distance, la zone des flotteurs, grosso modo. Et c'est un vrai problème parce que non seulement il n'y a pas de shoot extérieur alors qu'il était censé en avoir, mais en fait il ne va pas au contact, il ne va pas au panier tout court. En fait, il s'arrête avant. Il fait deux dribbles, il prend son flotteur plutôt que d'attaquer le contact, plutôt que de faire un double pas, d'aller au lay-up, etc., etc. Et ce chiffre de 44% de ses tirs dans la short mid-distance, qui est une zone où c'est forcément il y a une rentabilité attendue qui est moins grande que directement sous le panier, évidemment, et qui vaut 2 points, donc c'est moins aussi que des step back à 3 points, bien sûr. Donc voilà, il prend la majorité de ses tirs dans cette zone-là parce que il ne peut pas aller ailleurs, quoi. Il peut pas aller directement sous le panier, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a un scoreur qui est néant, en fait, hein, un scoreur néant en NBA, au point où je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pense que le combo défense plus passing, ça peut faire un espèce de profil connecteur, un profil role player qui a sa place dans une bonne équipe, mais en fait, même pour ça, il faut qu'on ait un minimum de scoring que pour l'instant on n'a pas du tout. Donc on peut même en arriver à se dire, est-ce que cet été il va être signé par une équipe de NBA, peut-être un petit pari par-ci par-là, et être ce fameux connecteur, défenseur passeur, ou est-ce que les équipes NBA vont dire, bah non, il n'y a pas assez, tant pis, retourne en Europe, quoi. De toute façon, c'est bien simple, sur les 4 dernières saisons, donc ça fait quand même un sacré échantillon. Je sais pas combien il y a de joueurs, mais ça doit faire presque 1000 joueurs sur 4 dernières saisons. Le pire true shooting pourcentage cumulé, c'est Killian Hayes. 45,6 sur les 4 dernières saisons. Il y a Ish Smith qui est pareil. Et donc ces deux-là. Et ensuite, le pire après, c'est 47,9. Donc il y a un écart énorme, et c'est Pokuševski, qui n'est pas un scoreur d'élite, quoi. Donc, tous les chouchous du basket là, en gros. Et juste après, il y a Théo Maldon, donc c'est pas la fête pour les Français. Théo Maldon aussi, ouais. Ouais. Donc, c'est. Et malheureusement, je pense que, sauf s'il arrive à être un catch and shooter juste moyen, c'est-à-dire autour de 37-38%, il n'y a aucune chance qu'il puisse percer en NBA. Et c'est pour ça aussi que tu vois, je parle de connecteur, parce que certains pourraient dire, mais non, mais le niveau de passing est à ce point bon, donc c'est pas juste un mec qui peut être le connecteur fluidificateur de jeu, il peut aussi créer, quoi. Il peut faire du pick and roll, et c'est là où moi je suis pas d'accord, parce qu'on arrive à un point fondamental, je trouve, qu'on a évoqué, on a fait un podcast sur le passing il y a pas longtemps, on l'a expliqué, mais pour moi scoring et passing vont de pair. Et tu le sais bien, toi, en tant que fan de Ricky Rubio, où forcément Rubio n'a jamais eu le scoring, donc il a jamais eu la dangerosité pour faire que les défenses sortent sur lui ou soient cassées par son scoring, ce qui a fait qu'il n'y a pas autant de fenêtres de passes qu'il aurait pu avoir. Donc Rubio a été limité à son échelle. Là, on a une échelle beaucoup plus basse, en fait. Et oui, tu peux dire, mais non, mais il a du passing de pick and roll, il a du passing de pénétration, mais sauf que pour que ça marche, il faut qu'il y ait le scoring adéquat qui soit là. Parce que les deux sont liés, en fait. Les deux n'existent pas l'un sans l'autre dans des mondes parallèles. C'est tout est ensemble. Et tout est ensemble sur le terrain en même temps. Les choix, c'est pourquoi est-ce que je fais la passe? C'est parce que j'ai une rotation qui vient sur moi. Je caricature un peu, mais pourquoi est-ce que je fais la passe? C'est parce que sur pick and roll, j'ai l'intérieur qui monte sur moi. Ou alors j'ai telle ou telle rotation qui est provoquée. Et si tu es à ce point pas dangereux au scoring, en fait, les fenêtres de passe n'existent pas, parce que c'est toi qui n'es pas défendu. C'est pas un shooter, c'est pas le gros qui roule au panier, c'est toi qui n'es pas défendu. Donc c'est là où le scoring est important, et où, malgré la qualité de passing, je ne l'imagine pas être plus qu'un fluidificateur off-ball, en fait, parce que pour être un passeur on-ball, il faut aussi le scoring on-ball. Donc on peut un peu s'inquiéter. Je sais pas quoi dire. Probabilité de retour en Europe, ou alors probabilité aussi de, tu sais, il signe pour 10 jours, il signe au training camp de Memphis ou un truc comme ça. C'est possible. Mais le fait que personne l'ait fait pendant la saison, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est genre, c'est trop Qatar, on verra cet été, on fera le point, peut-être on le prendra, etc. Ou est-ce que c'est juste, déjà les gens sont en mode, non, on sait déjà que cet été on le fera pas, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait comme si c'était un jeune joueur dont l'échantillon était assez limité, dont on se dit, toi, Wiseman, il a pas tant joué que ça au final. Killian Hayes, en 4 ans, c'est la même draft, c'est 5400 minutes de jeu. Donc il y a de quoi faire en termes de vidéos, de données, et toutes les données disent la même chose, c'est que c'est le joueur le moins efficace de la NBA, et que dans ce cadre, Ce qu'on peut espérer peut-être, c'est que le jump shot, c'est un peu une boîte noire, où le mental joue beaucoup. Donc on peut se dire, comme tu dis, peut-être Dante Exum qui revient après des années, le bon contexte. Il y a peut-être aussi une question de mental, très simplement, actuellement, avec le jump shot, quoi. Donc peut-être qu'un jour ça va revenir aussi.
Voilà, comme dit, il a aussi du toucher de balle. Donc, toucher de balle, plus on a vu un historique de il est capable de mettre des jump shots avant la NBA. On sait qu'il a cette mémoire gestuelle. Donc, peut-être que c'est une question de mental. Je ne sais pas. J'ai aucune idée, mais à suivre en tout cas Killian Hayes, le cas Killian Hayes qui est évidemment très intéressant. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.